Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Alors aujourd'hui, on va faire le petit tour des marchés comme d'habitude, hein. Alors ça a été une semaine très riche en informations, on a eu beaucoup de nouvelles, beaucoup de, de nouveautés. On a eu la réunion de la Fed, on a eu les résultats du chiffre du PIB jeudi, on a eu les résultats des entreprises, des grandes entreprises comme Apple, Amazon, Microsoft ou autre. Donc on a eu quand même une semaine très riche en informations. Mais déjà, on va commencer par ce qu'on appelle l'événement de la semaine qui a été omniprésent dans les médias, c'est la récession. Alors, est-ce que nous sommes dans une récession actuellement? Alors, ça a fait grand débat puisque la définition que tout le monde connaît de la récession, c'est 2 trimestres consécutifs négatifs du PIB. Et donc la Maison Blanche est sortie avec un communiqué pour nous dire que effectivement, que ce n'était pas forcément la définition d'une récession. Alors, ils n'ont pas tout à fait tort, c'est là où on va rentrer un peu plus en détail dans les informations. C'est pas tout à fait faux ce qu'ils ont dit, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit comment ça, non, on est en récession. Non, non, quand on regarde certains chiffres, on n'est pas encore tout à fait en récession, comme vraiment une récession qui est omniprésente. Et effectivement, par exemple, comme le marché du travail, il est encore correct. Alors, je ne dis pas que ça n'est pas sur la pente descendante, mais on est encore vraiment encore positif, et la consommation aussi, et tout ce qui est les dépenses. Et la production industrielle et les revenus. Donc tout ça, c'est écrit ici, mais justement, je vais aller en détail dans tout ça. Et quand on regarde ça, on ne voit pas la détérioration vraiment d'une récession dramatique, parce qu'une récession, c'est quand même du drama, on va pas se mentir, c'est quand même des pertes d'emploi. Qui dit perte d'emploi, bien évidemment, dit baisse de dépenses et donc de la consommation. Donc actuellement, on n'est pas encore dans tous ces éléments-là. Donc on ne peut pas justifier concrètement que nous sommes encore dans une récession. Alors oui, il y a la théorie et il y a la pratique. Et mais moi, quand ils ont sorti ce communiqué-là, ça m'a fait penser que j'avais lu un super article il y a quelques temps, c'était au mois de mai d'ailleurs, justement, qui disait, c'était un post, un blog, qu'est-ce qu'une récession et est-ce que nous sommes dans une récession actuellement? Et ça, c'était sorti le 19 mai 2022, c'est quelqu'un que je suis beaucoup et dont je suis donc inscrit sous ses abonnements. Donc du coup, c'est vrai que je suis tous ses posts et tout. Et il disait justement dans son sommaire qu'une récession n'est pas forcément 2 trimestres consécutifs de PIB. Et ça, j'avais lu ça. Et donc, je n'étais pas vraiment surprise que la Maison Blanche sorte avec un communiqué pour dire à tout le monde que nous n'étions pas forcément dans une récession. Alors, vraiment, l'un des éléments sur lesquels on s'appuie, c'est bien évidemment le marché du travail. Et comme on disait précédemment, il faut regarder les chiffres dans le détail pour tout ce qui est la consommation, les dépenses, la production industrielle, le marché du travail. Et donc, on va regarder ces détails-là, puisque je les ai updatés pour le mois de juillet. On va regarder ça. Donc là, on les a dans leur ensemble. On a donc la production industrielle, nous avons le non-farm payroll pour l'emploi, nous avons la consommation personnelle réelle. Donc quand on dit réel, c'est donc après inflation, et les revenus réels. Donc vous voyez, ces chiffres-là sont sur la pente descendante. Donc on est clairement en ralentissement économique, ralentissement de la croissance, mais aucun de ces éléments-là est dans la partie négative, ou proche de zéro, ou négatif. Aucun de ces 4 éléments-là encore. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas y aller, puisque pour l'instant, la direction est très définie. Mais si on prend un agrégat justement de ces 4 éléments-là, de ces 4 facteurs-là, qu'on regarde dans le coïncident. Alors, coïncident, c'est ce qui donne les données en fait réelles. Donc, quand on regarde le coïncident, on est sur la pente descendante depuis un an, ça on le sait qu'on est un ralentissement de croissance économique, mais on n'est même pas encore sous la moyenne des 10 ans. Donc, on s'approche bien évidemment d'une récession concrètement, mais on n'y est pas encore, puisque là, on n'est même pas encore sous la moyenne des 10 ans ou proche de zéro. Donc, il faudrait que quand même on ait ce coïncident qui soit proche de zéro, qui rassemble l'ensemble des données de consommation, emploi, production et revenus, vraiment qui nous donne ces informations-là. Donc, le fait que le PIB soit négatif 2 trimestres consécutifs, ce n'est pas une information qui est assez encore pertinente actuellement quand on regarde ces données. Et c'est une théorie, puisque regardez, par exemple, en 2000,
ça c'est ce que j'avais dit sur mon Facebook, entre 2000 et 2002, là, la période de récession, là, vous l'avez ici un petit peu grisé, on n'a pas eu de trimestre consécutif négatif de contraction du PIB. Vous voyez, c'était donc un coup négatif, un coup positif, un coup négatif, un coup positif. Et pourtant, nous étions en récession et pourtant le marché a baissé pendant plus de 2 ans. Et vous voyez, on n'avait pas théoriquement appliqué la théorie des 2 trimestres consécutifs avec un PIB négatif. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que nous sommes actuellement en récession, mais quand on regarde plus en approfondi les chiffres, eh bien effectivement le communiqué le communiqué de la Maison Blanche n'est pas forcément faux. C'est ça que je veux dire. Puisque quand on regarde en détail les informations, eh bien on voit effectivement qu'il n'y a aucun... Il y en a beaucoup qui sont beaucoup sous tendance. Vous voyez, par exemple, on a ici au niveau de l'emploi, le taux de variation maintenant se trouve en dessous, vous voyez, de la médiane ici qu'on trace. Il en est de même ici, par exemple, on est vraiment proche ou en dessous. Ici, on est proche ou en dessous. Et ici, on est encore, pour tout ce qui est production industrielle, on est encore positif. Donc, on n'a aucun de ces éléments-là qui est encore négatif et on n'a aucun, donc, par exemple, quand on prend l'agrégat, on n'est pas sous la moyenne des 10 ans. Donc, on n'est pas tout à fait encore complètement en récession. Et donc, justement, quand on regarde tout ce qui est les indicateurs leaders, c'est-à-dire qui sont des indicateurs avancés, on est en avance. Pardon, c'est le but. Ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours dans la pente descendante, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le ralentissement de croissance. On n'est pas en train de reprendre. Pour l'instant, il n'y a pas d'indication qui dit que, bien évidemment, par exemple, quand vous prenez les nouveaux ordres du PMI, on n'a pas forcément, c'est pas encore forcément dans la pente ascendante. Donc, on n'est pas vraiment dans la tournure vraiment de renversement. On est encore dans la pente descendante. Donc justement, vous voyez, pour le PMI, on est toujours dans la pente descendante et vraiment, quand on passe en dessous de 50, là, on est vraiment dans la récession, contraction. Mais si on va regarder, par exemple, tout ce qui est les leading indicators de la croissance donc économique, on est vraiment encore en train de vraiment en baisse. C'est baissier. Donc, vous voyez, là, pour tout ce qui est le Real M2, là, vous voyez que la tendance est toujours, on est même dans le négatif, donc la tendance est toujours claire. Là aussi, la tendance, elle est toujours claire. Là aussi, et là aussi. Donc, ça parle beaucoup de liquidité, hein, puisque là, on est dans les actifs de l'État... L'état des actifs des banques centrales. Ici, c'est pareil, mais là, c'est plusieurs banques centrales qui sont ensemble. Et ça, c'est le dollar. Ça, c'est le taux d'intérêt inversé. Et ça, c'est le China Credit Impulse. Donc, la Chine aussi, ça ne s'améliore pas forcément. Donc, les leading indicators, eux, sont toujours sur la pente descendante. D'ailleurs, vous voyez même ici, la Weekly Leading Indice, le growth rate, donc tout ce qui est la croissance du taux, le taux de changement, on voit qu'on est toujours sur la pente descendante. Donc, on n'est pas encore concrètement sur une récession, hein, quand on regarde les chiffres individuellement, mais par contre, on est clairement en train de se diriger dans une récession. À moins que les chiffres se retournent, ça peut arriver, hein, il faut rester quand même ouvert à cette possibilité-là. Mais pour l'instant, la direction est plutôt claire. Donc justement, on peut regarder je vais y arriver, unemployment. Donc là, on peut avoir le taux de non-emploi, donc le taux de chômage. Donc lui, vous voyez, il ne bouge pas là pour l'instant. Bon, les données ont été mises à jour au mois de juin. Bon, voilà. Lui, il ne bouge pas. Cependant, quand on prend tout ce qui est initial claim, voilà. Donc tout ce qui est, qu'est-ce que c'est les initial claims? C'est tout ce qui est les réclamations pour toucher le chômage. Donc quand je clique dessus, là, on est toujours sur la pente. Vous voyez, il y a comme une tendance qui se forme depuis mars 2022. Donc, comme on disait précédemment, on disait que l'emploi n'est pas encore touché. Vous voyez, on n'est pas proche de zéro ici, par exemple, pour le non-farm payroll, où le taux de chômage n'a pas encore monté. Parce que quand on perd des emplois, bien évidemment, on consomme beaucoup moins, ça tue la demande aussi. Et donc aussi, ça permet aussi d'avoir le taux d'inflation qui baisse. Et là, pour l'instant, on a le taux d'inflation qui reste sticky. Je ne pense pas qu'il va passer en dessous de 5% tant qu'on n'a pas vraiment une vraie récession. J'ai vraiment des doutes à ce sujet-là.
Je peux me tromper, bien évidemment, mais j'ai quand même des doutes. Et donc là, on peut le voir qu'on est sur la pente parce que les claims, c'est un petit peu avancé comme indicateur. Et donc, on peut voir qu'actuellement, on est toujours sur la pente ascendante. Et qu'on est sur une résistance, comme on peut voir ici. Vous voyez ici, on avait une petite résistance ici. Et donc là, on est en train de tester cette résistance. Donc si on passe au-dessus, il y a quelque chose qui se forme. Et on voit qu'il y a beaucoup comment dire, de lay-off là en anglais. Là, il y en a beaucoup qui actuellement qui se font virer, notamment beaucoup dans le secteur tech. Donc je pense que c'est aussi l'impact des taux et puis l'impact de l'inflation aussi. Donc pour l'instant, c'est progressif, mais comme vous pouvez voir ici, la tendance est plutôt encore vers le haut. Donc, sur quoi moi je regarde, comme je disais, je regarde les indicateurs. Pour l'instant, les indicateurs sont toujours quand on prend les agrégats ou les indicateurs avancés, on est toujours sur la pente descendante. On n'est pas encore sur la pente ascendante. Il n'y a pas forcément actuellement d'éléments d'indicateurs avancés qui disent que ça se retourne. Oui, le marché a repris, mais le marché a anticipé. En fait, le marché a fait comme si on avait pricé en quelque sorte déjà une récession, puisque si on regarde par exemple, vous voyez, le pricing du taux de la Fed dit que effectivement nous étions donc en train de pricer vraiment des coupures de taux pour 2023. Donc les gens ont anticipé donc tout ce qui est les réformes de la Fed, le fait que la récession, ça y est, elle est pressée, elle est derrière nous. Et donc justement, vous voyez, j'avais posté ce graphique que je vais montrer rapidement. Hop. J'en avais parlé un petit peu. Hop, hop, hop. Et voyons donc. Voici, ici. Donc, when recession start and end relative to the S&P 500. Donc, généralement, en moyenne, bien évidemment, ça aussi, c'est encore des calculs moyens, le S&P 500 bottom 3 mois avant la fin de la récession. Mais pour l'instant, on n'est pas en récession. Enfin, en tout cas, quand on regarde les données, on n'est pas forcément encore même dans une... On se rapproche très fortement puisque la pente est toujours descendante, mais on n'est pas forcément encore dans une récession concrètement. Alors, donc le rallye actuellement qu'on a eu, le rallye, on peut le regarder. Là, on a eu un rallye toujours, donc dans la tendance pour l'instant, on est toujours un rallye dans un bear market, comme on a eu ici. Bon, là, c'était pas tout à fait encore un bear market, mais là, comme nous sommes dans un bear market, on peut en parler. Pour l'instant, on est dans cette forme de rallye là. Alors, beaucoup appellent le bottom. Alors, comme je disais la semaine dernière, c'est très difficile de déterminer un bottom. Est-ce que c'est pas forcément ceux qui ont le bottom, ils vont pas forcément rester dans toute la hausse non plus, comme ceux qui arrivent après, en milieu de chemin, ils vont pas prendre, ils ont pas tout le chemin, mais ils ont une partie du chemin. Et après, il y a ceux qui arrivent en dernier. Donc là, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que si vraiment on est dans une reprise en quelque sorte, pour l'instant c'est encore le début, donc c'est pas forcément grave de ne pas avoir le bottom. Mais personnellement, quand je regarde encore mes indicateurs avancés ou autres, on voit qu'on est toujours quand même en ralentissement de croissance économique, et donc ça peut avoir des impacts sur la performance encore qui se résulte. Donc là, il y a eu beaucoup effectivement de spéculation. On a eu la reprise les gens ont anticipé une récession, ont anticipé le fait qu'elle soit finie, le fait qu'on baisse les taux, le fait qu'on soit sur un pic d'inflation, le fait que certains, cette semaine, on a eu le record des buybacks. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des buybacks, c'est des rachats. Par exemple, quand une entreprise elle-même rachète ses propres actions pour diminuer l'offre, ce qui fait augmenter le prix à très long terme. Donc voilà. Mais ce qu'il faut savoir des buybacks, c'est pas parce que nous sommes sur un record des buybacks. Je rappelle que les records de buybacks étaient aussi en 2009, avant la grosse chute et la grosse récession de 2020. Et puis même avant 2008, on était sur des records aussi de buybacks. On peut regarder ça, attendez. Alors, vous voyez, par exemple, je donne des petits exemples. Là. Vous voyez, on avait eu des records en 2018 et on a eu des records en 2008. Donc, vous voyez, et puis des records aussi en 2000. Et ça correspond aussi souvent quand on regarde un petit peu au pic un peu de earnings, donc des résultats financiers quand on fait un comparatif, comme j'en avais parlé, des pics de earnings. Et là,
on voyait, c'est pas parce que bon, les gens disent un record, ça veut dire qu'ils ont de l'argent. C'est certes, ils ont de l'argent pour acheter effectivement leurs propres actions. Je pense qu'ils aussi ils font ça potentiellement puisque ça permet comment dire, peut-être de préserver pour le futur, de diminuer l'offre pour le futur s'il y a du drama, par exemple. Donc ça permet de garder une place dessus parce que je trouve ça bizarre qu'à chaque fois on a des records, vous voyez, juste avant l'écran crash. Donc, bien évidemment, là actuellement, beaucoup disent que nous sommes que beaucoup ont acheté pour des records, mais ça c'est bien évidemment sur la nouvelle, mais quand on regarde dans l'historique, dans les faits, c'est pas parce que les entreprises achètent du buyback et qu'elles ont du cash que le marché va ne pas baisser par la suite. Donc voilà, ça c'était juste une petite information. Donc comme je dis, la semaine dernière, comme je disais, le mieux de faire dans ces conditions, quand on n'est pas sûr, quand on ne sait pas effectivement si on est à mi-chemin ou sur un bottom à moyen terme, c'est comment dire, de faire du DCA. Donc comme ça, certains ne loupent pas le coche. Moi, ce que je pense, ce qui est très important de faire, c'est de la gestion de risque ici. Donc, parce que de penser qu'on est toujours dans un environnement, pour moi, risqué, étant donné qu'on est toujours en ralentissement de croissance économique, et que généralement, si par exemple, vous voyez, je vais mettre mon petit ISM juste pour montrer en parallèle, lorsque, et voyez, alors, vous voyez, le ISM, vous voyez par exemple, ici il avait commencé à baisser donc de 2018 à 2020 et vous voyez que toutes les performances qui avaient été faites ont été raflées par la suite. Et il en est, vous voyez, un petit peu de même ici, vous voyez, parce qu'en fait le ISM ça montre aussi si on a une accélération de croissance ou un ralentissement de croissance. ISM c'est tout ce qui est manufacturier. Donc là quand on monte, donc là, on était en accélération de croissance jusqu'ici, jusqu'à mi-juin, mai-juin. D'ailleurs, on peut le voir ici, ça a commencé vers cette zone ici, mi-2021. Et donc là, après, on était en ralentissement de croissance. Et la majorité donc, des gains qui ont été faits, une bonne partie des gains qui ont été faits après qu'on ait eu le début du ralentissement. Donc vous voyez ici, le ralentissement a eu lieu. Et bien tous ces gains-là ont été raflés puisque pas soutenus forcément par la croissance économique. Donc vous voyez, si on retourne un petit peu en arrière, c'est un petit peu la même chose. Vous voyez ici, le ISM manufacturier avait même commencé à baisser, le ralentissement de la croissance économique était lent, très lent. Ça a commencé en 2004, donc vous voyez ici, et vous voyez que les gains qui ont été faits ont été aussi raflés parce que non supportés par une accélération de croissance économique. Donc moi, ce que j'ai fait, comme je disais la dernière fois, c'est de faire du DCA dans le sens, mais pas du DCA de tous les 2%. Comme on reste encore dans un environnement à risque, et selon moi, on n'a pas encore vraiment eu une vraie récession, avec un taux de chômage, avec une baisse de la consommation drastique qui permet de baisser l'inflation par la même occasion, puisque l'inflation est actuellement sur un pic, enfin proche d'un pic, probablement, puisque nous sommes à 9%, mais que la Fed est encore loin de ce pic-là. Et donc, ce qui se passe actuellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à acheter, par exemple, à rajouter des obligations d'État, pour la simple et bonne raison que si nous sommes sur un pic d'inflation, donc les obligations devraient monter. Et si nous ne sommes pas tout à fait sur le pic d'inflation actuellement, cela veut dire que peut-être l'inflation va continuer de monter, mais cela veut dire aussi que c'est problématique, puisque la Fed, je vais y arriver à chaque fois, la Fed se trouve actuellement dans un... je vais vous montrer le graphique, bon tant pis, elle a très clairement dit cette semaine, pour ceux qui ont écouté les informations, elle a clairement dit cette semaine que nous sommes actuellement rentrés dans la zone de neutralité. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la Fed ne peut pas donner de guidance, c'est-à-dire ne peut pas guider par rapport au taux ce qu'elle va faire en avance. C'est-à-dire que là, actuellement, on a atteint un taux de neutralité qui ne touche pas, en fait, vraiment qui ne fait pas en sorte de surchauffer l'économie. Et là, si on passe, bien évidemment, si l'inflation persiste ou continue de monter, ça veut dire qu'elle va être dépendante du data. C'est-à-dire que là, ça va faire mal puisqu'elle va devoir agir par rapport à ça. Donc, et là, toutes ces actions qu'elle va prendre à partir de maintenant vont avoir
plus de surchauffe dans l'économie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je ne dis pas que peut-être que c'est le bottom, comme je disais, à moyen terme, parce que ça peut arriver, vous voyez, c'est lent, hein, c'est très lent, donc ça peut arriver en 2023 par exemple, ou fin 2022, je ne sais pas, mais c'est plus de gérer son risque dans cet environnement-là que d'y aller comme des bourrins ou des leviers ou autres. Donc moi, j'ai rajouté des obligations, puisque si l'inflation baisse, les obligations vont monter. Et si l'inflation monte, là, on va probablement avoir de l'action de la Fed qui va vraiment probablement plus rapidement pousser l'économie dans une récession. Et donc, dans tous les cas, ce taux d'inflation baissera si nous sommes en vraie récession. Une récession réelle va faire baisser, casser la demande et donc ça ferait baisser donc effectivement les taux et donc monter les obligations. Donc je suis devenue un peu plus défensive avec les obligations que d'acheter par exemple des actions ou autres. Et d'ailleurs, donc là si vraiment on est comme je disais, si on est dans le pic, donc ça veut dire que effectivement les actions devraient monter, mais que les obligations aussi devraient monter, puisque bien évidemment nous sommes dans cet environnement-là. Et tant que je n'ai pas une justification qui me dit que on est les indicateurs avancés qui se retournent, qui disent que finalement on pourrait avoir de nouveau une accélération de croissance, je vais rester à préserver des obligations et être un peu moins exposé encore en action et attendre une deuxième partie pour rentrer partiellement une deuxième partie. Et comme ça me permet de mieux gérer mon risque. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et donc si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et nous, on se retrouve donc une prochaine fois.